Hélène Lening. Bonjour Jean-Philippe. Hélène Lening, vous êtes professeure à HEC Paris. Vous êtes spécialiste de contrôle de gestion. Aujourd'hui, on dit de management de la performance. Voilà, parce que c'est plus adapté au contexte incertain dans lequel on vit. Et vous vous intéressez notamment aux écosystèmes entrepreneuriaux. Oui, je m'intéresse aux écosystèmes entrepreneuriaux parce que ce sont les lieux par excellence de l'incertitude, en fait. Bien sûr. Et que dans le management de la performance et le contrôle de gestion, ce qui m'a toujours intéressé, c'est comment peut-on contrôler dans des milieux hautement incertains. Alors, ces écosystèmes entrepreneuriaux, ils n'aiment pas du tout le terme de contrôle. Hein. Ils sont assez rétifs par rapport à ça. Et néanmoins, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont là et qui sont bien des mécanismes de contrôle, en fait, hein, qui sont présents dans ces écosystèmes. Et l'un de ces mécanismes assez puissants, c'est que j'ai pu observer, c'est un contrôle par la confiance, en fait. La confiance va être un élément central qui fait partie finalement de cet écosystème et qui est là pour apporter une certaine maîtrise dans l'écosystème hautement incertain par ailleurs. Alors, confiance, c'est un peu ce mot valise, hein. On sait sait jamais trop quoi mettre derrière. Donc concrètement, qu'est-ce que vous mettez derrière confiance? Alors, il y a un premier niveau de confiance, en fait. Il y a un premier niveau de confiance qui s'apparente, en sociologie, on parle parfois de sécurité ontologique ou de confiance ontologique. Donc, ce premier niveau, c'est en fait une confiance dans le fait que si j'agis dans un certain sens, eh bien, je vais déclencher une réaction, plus ou moins dans un certain sens, en contrepartie. Cette confiance-là, elle s'acquiert au berceau, en fait. Hein. C'est la confiance du nouveau-né qui, quand il crie, quand il pleure, eh bien, il attend qu'il y ait un être aimant, sa maman, son papa, un autre être aimant qui le prenne dans ses bras et qui essaie de comprendre ce qui se passe, pourquoi il crie, pourquoi il pleure. C'est valable aussi, ou ça se retrouve également au niveau des institutions. Donc en politique, on a eu, j'allais dire malheureusement, un exemple de perte de confiance dans les institutions assez important avec les élections américaines. Donc il fait partie des règles du jeu, normalement, qu'un président en place appelle le soir même de l'élection le président élu pour le féliciter et lui dire bravo et bonne chance dans la nouvelle mandature. Ça n'a pas été vraiment le cas. Ça n'a pas été vraiment le cas, hein, cette fois-ci, et ça a suscité une crise de confiance assez majeure dans les institutions américaines. On retrouve ça aussi dans le monde des affaires, hein, avec les marchés. Les marchés sont une forme d'institution, et donc quand vous signez un contrat avec quelqu'un, vous vous attendez à ce que cette personne-là, elle respecte les termes du contrat. Je dirais c'est le minimum que vous puissiez attendre. Si ça c'est pas acquis, forcément le commerce va devenir difficile. D'accord ? Donc en l'absence de cette confiance de base, qui n'est pas le fait d'être les meilleurs amis du monde, hein, mais cette confiance de base, elle est nécessaire pour opérer, parce que sinon l'action devient soit violente, soit paralysée. Soit il n'y a plus rien qui se passe, soit l'action peut devenir un peu anarchique. C'est un peu ce qu'on a vu aussi autour de la crise des Gilets jaunes, qui est en fait le reflet d'une crise de confiance des citoyens dans les institutions politiques et dans les politiques de métier. Bien sûr. Donc ça, c'est la première base. Alors, d'autant plus important de comprendre ce qui crée cette confiance. Alors cette confiance, il y a plusieurs chercheurs il y a pas mal de chercheurs qui ont travaillé sur la confiance, mais je retiendrai peut-être les propos de Mayer. Mayer, Davis et Schaumann ont dès 1995 en fait caractérisé la confiance comme étant reposant sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, vous l'imaginez bien, c'est la compétence. Donc je vais vous faire confiance parce que je pense que vous êtes compétence, que vous avez les capacités nécessaires pour répondre aux besoins ou aux attentes que je peux avoir à votre égard. Donc ça, c'est la première composante. La deuxième composante, ça va être ce qu'on appelle la bénévolence ou la bienveillance, ou ce que Mayer a appelé la bienveillance. Alors la bienveillance, en fait, c'est je vous fais confiance parce que je pense que vous vous intéressez sincèrement à moi, que vous cherchez à comprendre qui je suis, que vous me regardez d'un œil plutôt amical, que vous ne me laisserez pas tomber à la première difficulté et lorsque mes fragilités vont se révéler, vous serez quand même encore là pour me soutenir. Donc ça, c'est cette notion de bienveillance. D'accord ? Et puis le troisième pilier qui va être évoqué, alors Mayer parle de integrity en fait, hein, d'intégrité, mais en fait par intégrité, elle veut parler d'un socle de valeurs communes. Je vais vous faire confiance parce que je pense que nous avons un socle de valeurs communes
que nous partageons une certaine vision du monde, un certain nombre de valeurs. C'est bien entendu ce qui est à la base de la cohésion dans tous les groupes, dans tous les collectifs. Les collectifs reposent sur cette notion de confiance. C'est important, de confiance, intégrité. Et la confiance, c'est un catalyseur. Et typiquement, c'est ce qu'on a vu par exemple dans le cas Pfizer-BioNTech. Oui, alors j'ai effectivement étudié un petit peu plus près ce cas, parce qu'on a un magnifique exemple là d'open innovation, en fait, d'innovation ouverte entre une grande entreprise comme Pfizer, un grand groupe, ce qu'on appelle le Big Pharma. Et puis, alors c'est pas une petite start-up, parce que BioNTech c'était déjà une start-up déjà constituée, avancée, mais néanmoins une start-up, une entreprise récente, une entreprise très innovante et une entreprise avec un potentiel de croissance important. Alors comment ils ont réussi à coopérer et comment ils ont réussi à nous donner ce vaccin ? Eh bien, je pense qu'il y avait effectivement cette idée qu'il y avait des compétences croisées, que chacun pouvait apporter ses compétences à l'autre. Donc, du côté de BioNTech, on a amené une capacité à faire de la recherche et de la recherche fondamentale, à travailler sur des nouvelles molécules. Dans cet exemple-là, travailler sur l'ARN messenger, donc vraiment d'être vraiment sur des thérapies qui sont des thérapies d'ordre révolutionnaire, pas juste incrémentales, mais vraiment révolutionnaires, ce que les Américains appelleraient du breakthrough, quelque part. Et puis, du côté de Pfizer, il y a bien entendu tout un ensemble de compétences autour de ce qu'on appelle le scaling, c'est-à-dire en fait pouvoir être capable d'aller à plus grande échelle. Voilà. Donc déjà, même dans la phase des essais cliniques, puisque les essais cliniques, on travaille par phase 1, phase 2, phase 3. En phase 3, il faut quand même des échantillons qui sont importants. Donc Pfizer a mené ça. Pfizer a mené aussi toutes ses compétences quand il s'agit de la partie de produire à grande échelle là encore, et de distribuer à grande échelle. Et puis Pfizer a mené aussi une autre compétence essentielle, qui était tout le juridico-légal, qui est très fort dans le domaine de la médecine. Donc tout ce qui concerne les autorisations de mise sur le marché et qui peuvent être différenciées d'un pays à un autre. Donc vous voyez des compétences croisées. Une bienveillance croisée aussi, en ce sens que ces deux-là ne se sont pas découverts en 2020. Ils ne se sont pas découverts en mars 2020 en disant on va signer l'accord du siècle. Ils travaillaient déjà ensemble depuis plusieurs années. Alors au moins 2 à 3 ans en fait ensemble, et au-delà de ça, Pfizer avait une politique d'open innovation qui remontait au début des années 2010, et de la même façon, Ugur Sahin, qui est donc le fondateur de BioNTech, il n'en était pas à sa première start-up, donc il avait déjà monté une première start-up, revendu une première start-up, donc il savait exactement et travaillait déjà avec du Big Pharma. Voilà. Et puis le socle de valeurs communes, c'était la volonté de nous offrir quelque chose qui allait nous tirer du pétrin quand même pour le formuler un peu prosaïquement. Un concept très intéressant, c'est celui de Swift Trust. Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces écosystèmes entrepreneuriaux, il y a quand même un certain nombre de spécificités, parce que l'incertitude est aussi forte, on va avoir effectivement besoin d'établir une confiance presque instantanée, en tout cas très, très rapide. Et donc ce concept-là, il est amené par 3 auteurs, qui sont Meyerson, Weik et Kramer. Donc dès 1996 aussi, ils ont introduit cette idée de Swift Trust, donc de confiance rapide. C'est le fait que finalement, on va essayer de se connaître avant, on va essayer de comprendre quelles sont les attentes des uns et des autres, les fragilités des uns et des autres, et puis très vite, on va donner un cadre temporaire à l'action, et c'est l'action qui va permettre de renforcer la confiance. Mais si on ne donne pas ce cadre temporaire initial pour l'action, il n'y a pas moyen de faire accroître la confiance. Donc ça, c'est un point effectivement important à souligner. Et puis, quand je parlais de fragilité et de fragilité réciproque, c'est comprendre qui nous sommes. Donc une start-up, ses fragilités premières, c'est la trésorerie, c'est le cash. Et puis c'est aussi besoin d'autonomie, d'indépendance pour pouvoir se développer. Du côté d'un grand groupe, par exemple un grand groupe comme le Big Pharma, comme Pfizer, bien la réputation est quelque chose qui, on lésine pas avec les effets réputationnels. Donc le talon d'Achille, il est là. On ne peut pas se permettre d'avoir une réputation qui soit entachée. Donc le fait de se comprendre, savoir où sont les points de vulnérabilité de l'un et de l'autre, ça aussi, ça accroît la confiance. Bien sûr.
Il y a peut-être un dernier élément que je souhaiterais souligner sur ces écosystèmes entrepreneuriaux. Il y a aussi un élément de force exécutoire de la confiance. On parle de enforceability of trust. Ça, c'est un concept qui a été amené par Almandos en 2017. En fait, ce sont des écosystèmes où les effets de réputation, de visibilité, de réseau sont extrêmement puissants et extrêmement forts. Et donc, je cite Almandos, lorsqu'une communauté a la capacité à sanctionner ce qui se comporte mal, la communauté est davantage susceptible de maintenir des hauts niveaux de confiance qui la rendent à leur tour plus forte. Et on retrouve ça de façon très, très marquée dans la relation entre investisseurs et entrepreneurs, par exemple, hein, où les effets réputationnels jouent à plein, tout à fait. La confiance, catalyseur, accélérateur de l'innovation. Exactement. Merci Hélène Denis. Merci.